Il est des hommes qui se perdront toujours, c'est un récit qui se passe à Marseille depuis la fin des années 80 jusqu'au tout début des années 2000 et ça raconte l'histoire d'une famille des quartiers nord de Marseille et tout le récit est assumé par le fils aîné de la fratrie qui s'appelle Karel et donc c'est lui qui raconte les choses. Alors le récit est centré autour de Karel, mais l'un des personnages importants du récit, c'est le père, Karl, qui est un père violent, maltraitant, qui bat, qui humilie et qui brutalise ses trois enfants, et tout particulièrement le petit dernier, Mohand, qui est un peu disgracié, un peu handicapé, mais en même temps un personnage très attachant et très émouvant. Alors, la famille habite une cité des quartiers nord, alors une cité fictive que j'ai située dans le 14e arrondissement de Marseille et que j'ai appelée la cité Antonin Artaud, en hommage à Artaud évidemment. Artaud de toute façon est vraiment au départ de l'envie d'écrire cette histoire. D'ailleurs le titre « Et des hommes qui se perdront toujours », ça vient d'un texte d'Artaud, un texte qu'il écrit ou qu'il publie en 1925 et qui s'appelle La liquidation de l'opium. Alors c'est tout Artaud, ce texte, c'est très provocateur, très antisocial, très vitupérant, très messianique, et c'est un texte dans lequel en fait il prend la défense des drogues, de toutes les drogues, et de l'opium en particulier, en disant que de toute façon, voilà, il y a des gens, des hommes et des femmes qui se perdront toujours et qu'il faut les laisser tranquilles et ne pas leur interdire les moyens de leur perte. Donc la cité dans laquelle vit mon narrateur s'appelle Antonin Artaud. Il ne faut pas oublier qu'Artaud est marseillais, enfin il est né à Marseille. Et cela dit, à partir de cette cité des quartiers nord, qui est adossée à la colline, c'est vraiment l'endroit où la ville s'arrête et ne peut pas aller plus loin, j'ai quand même parlé de Marseille et d'autres quartiers que celui-ci, puisqu'au fur et à mesure que mon narrateur grandit, il découvre la ville et donc je promène mon lecteur depuis ce 14e arrondissement jusqu'au quartier sud, jusqu'à la mer, en passant par Castellane, le Roucas-Blanc, Belzins, Noailles, le Cours Julien, le Palais Longchamp, voilà. J'ai essayé de donner une image, enfin, en tout cas d'ancrer dans le récit dans cette ville, qui est ma ville, Marseille, qui est une ville un peu particulière, à la fois très singulière et très exotique. Quand je sais à l'avance que le livre que j'écris, ce sera du Rebecca Alighieri et pas du Emmanuel Bayamaktam, enfin ça se décide vraiment très en amont, je sais aussi que je parlerai de violence physique. Autant dans les livres que je publie sous mon nom, Bayamaktam, je me limite à la violence psychologique, à la violence symbolique, autant dans les Alighieri, qui sont des romans noirs, il peut y avoir des homicides. Chose que je m'interdis quand j'écris sous mon vrai nom. Dans Il est des hommes qui se perdront toujours, la violence infligée, c'est d'abord celle du père. Donc c'est une violence qui s'exerce sur les enfants, et voilà, qui passe par effectivement des coups, des sévices divers et variés. Cela dit, la violence symbolique et la violence psychologique sont là quand même, et n'émanent pas forcément d'ailleurs de là où on pense qu'elles pourraient venir, puisqu'il y a aussi une violence symbolique infligée par l'école, par exemple. Karel, qui est donc mon narrateur, le personnage principal du récit, c'est finalement un enfant intelligent, un enfant qui a du goût, de l'appétence pour les livres, et qui pourrait faire des études, mais de la part de l'institution, de la part de l'école, il reçoit finalement un discours qui est un discours qui l'inhibe, qui est le discours finalement selon lequel étant ce qu'il est, étant un petit arabe des quartiers nord, il ne pourra pas faire d'études. Il sera au mieux mannequin, puisqu'il est très beau, ou alors éventuellement aide-soignant, ambulancier, enfin, on lui interdit très vite la possibilité de faire des études, quelles que soient ses capacités. Alors cette question de la violence est centrale dans Il y a des hommes qui se perdront toujours, puisque Karel, qui l'a subi, alors de tous les côtés, mais essentiellement quand même
la part de son père. Il voit bien aussi qu'il en est le dépositaire et qu'il a envie à son tour de l'exercer. Et il y a vraiment un fil rouge comme ça qui court tout le récit, qui est la question de savoir s'il va reproduire ce que son père lui a infligé ou pas. Et à plusieurs reprises dans le récit, il est traversé de tentations, de pulsions violentes, homicides, et un des enjeux du récit, c'est de savoir s'il va y résister ou pas. Parce que quand on grandit dans un cadre où la violence est de mise, comme celui dans lequel grandit mon narrateur, forcément, votre seuil de tolérance à la violence s'élève. Donc Karel, son seuil de tolérance à la violence, celle qu'il peut subir et celle qu'il peut exercer, il est très élevé. Et c'est pour ça que mon récit est violent, et c'est pour ça que mon récit peut effectivement être éprouvant pour le lecteur, sachant que le lecteur n'a pas forcément justement ce seuil de tolérance à la violence. Mais alors ça, c'est un risque que je prends, celui finalement de produire un texte qui soit dérangeant, éprouvant, par ce qu'il véhicule de violence. Sachant que, même si nous vivons dans une société, la société française extrêmement policée, dans laquelle finalement les violences, les atteintes à la personne ont diminué, autant la violence nous fait horreur dans la réalité, autant finalement notre seuil de tolérance à la violence dans la fiction, là aussi est très élevé. C'est-à-dire que finalement, les romans, les séries, les films proposent souvent des formes de violence magistrales, exceptionnelles, et que nous tolérons très bien, peut-être parce qu'il ne s'agit que de fiction. Est-ce que ça permet de la conjurer? Oui, c'est possible. En tout cas, voilà, nous acceptons de la fiction des formes de violence qui nous seraient insupportables dans la vraie vie. Alors finalement, depuis que j'écris, et ça va s'accentuant, je vois bien que mon personnel romanesque, je le recrute essentiellement du côté des petits, des sans grade, des dominés, des humiliés. Alors pourquoi? Peut-être parce que finalement, ces personnes, ces personnages, à partir du moment où ils arrivent dans ma fiction, ces marges depuis lesquelles j'écris et j'essaie de raconter les choses, j'ai l'impression que c'est depuis ces marges que se disent des choses inédites, singulières, radicales, fortes. Et c'est peut-être effectivement depuis ces marges que s'inventeront des lendemains qui chantent, même si aujourd'hui, et en l'occurrence, ce qui s'y passe est terrible. Donc finalement, en ayant comme personnage principal et comme héros un petit garçon, puis un adolescent, puis un jeune homme des quartiers nord de Marseille, j'essaie de donner à voir à mon lecteur une réalité qu'il ne connaît pas, qui doit absolument changer, parce qu'il y a effectivement des lieux de relégation, comme des cités des quartiers nord de Marseille, mais des cités comme la cité Antonin Artaud que j'ai entièrement inventée. Il y en a d'autres, des endroits comme le passage 50 que j'ai inventé aussi, alors à partir de bribes, de souvenirs de gens qui me sont proches. Ce passage 50 qui est une sorte de bidonville où vivent des gitans sédentarisés dans les quartiers nord de Marseille, ces endroits existent toujours, et il est inacceptable qu'ils continuent à exister. Alors j'essaie d'écrire en évitant le misérabilisme et certainement en évitant la commisération et la pitié, qui sont finalement des sentiments très humiliants pour celui qui les reçoit, et surtout des sentiments qui supposent que celui qui les éprouve est en position de supériorité. Donc
euh, quand j'écris et quand j'invente des personnages, à partir de ce que je connais, de ce que j'ai vécu, de ce que je sais, de ce qu'on m'a raconté, voilà, j'essaie de ne pas avoir cette vision un peu surplombante et finalement méprisante qui consisterait à avoir pitié, d'autant que ce que je décris n'est pas que noirceur, hein. Mes personnages, Karel, Hendrika, Mohan, donc la fratrie qui est centrale dans ce récit, ils sont aussi pleins d'énergie, pleins de ressources, pleins d'amour les uns pour les autres, plein de, oui, de volonté d'échapper à cette réalité terrible qui est leur lot initial. Je ne sais pas si les hommes qui se parlent toujours à une dimension politique, didactique, pédagogique. En tout cas, moi, j'écris pas de romans à thèse, hein, parce que je pense que dans les romans à thèse, la thèse tue le roman. Et moi, mon ambition, c'est quand même d'écrire des romans, et pas des essais ni des pamphlets. Cela dit, si la fiction, même outrancière, invraisemblable, si la fiction n'a pas pour vertu de nous ramener au monde, de nous ramener au réel, et de voir comment nous pourrions faire en sorte que ne perdure pas un certain nombre d'inégalités, d'injustices, de réalités scandaleuses, si la fiction n'a pas cette vertu-là, en tout cas le roman, on va dire, elle me semble un peu vaine. Donc, très clairement, écrivant, alors j'ai bien conscience que je vais pas être lue par ceux dont je parle, hein. Je pense que je serai pas lue, pas beaucoup, dans les quartiers nord de Marseille ou dans les bidonvilles et chez les gitans sédentarisés ou pas d'ailleurs, mais qu'une fiction puisse amener à changer, puisse être amenée à changer les lignes, à conscientiser, à radicaliser, voilà, en tout cas que ça suscite des interrogations et que ces interrogations ensuite débouchent sur de l'action, oui, là vraiment, ça fait partie de mes objectifs en tant qu'autrice. Alors, je donnais une place extrêmement importante à la musique et aux chansons dans Il est des hommes qui se parlent toujours. Alors, il y a toujours des musiques hein, dans mes textes, mais là, peut-être plus que d'habitude. J'avais même comme objectif initial de construire chaque chapitre du roman autour d'une chanson. Hein, de donner comme titre à chaque chapitre un titre de chanson. Bon, finalement, je ne l'ai pas fait parce que ça marchait pas toujours et que finalement, ça aurait eu un côté systématique, mécanique, un peu artificiel. Cela dit, il y a des titres de chapitres qui sont des titres de chansons. Et il faut bien se dire que la chanson est au départ de ce roman. J'avais envie de capter l'énergie de la chanson, des chansons, et de la faire circuler comme ça dans le récit. Alors, d'une part, j'ai essayé de coller à ce que pouvait être la culture de mon personnage principal, hein, qui est donc un garçon qui naît à la fin des années 70 et que j'amène à la fin du récit au début des années 2000. Donc j'ai essayé de retrouver ce qu'il pouvait écouter, lui, à Marseille, je sais pas, en 83, 88, 93, 2001. Donc j'ai essayé de coller à son actualité, d'avoir une espèce de chronologie musicale comme ça. Et alors c'est sa culture, c'est celle de la cité Antonin Artaud, et c'est une vraie culture. Hein. Je pense que pour dire que la chanson est un art mineur, il faut vraiment ne rien connaître à l'art, ou faire preuve de beaucoup de mépris social, parce que les chansons, les bonnes chansons, parce qu'il y a de bonnes chansons et de mauvaises chansons, sont susceptibles de provoquer en nous des émotions et des réflexions tout aussi fortes et tout aussi subtiles qu'une cantate ou qu'un livre de Schubert. Donc vraiment, pour moi, voilà, la chanson peut être une forme artistique tout aussi noble qu'une autre, et c'est une culture qui n'a rien de... Voilà, qui est là aussi tout aussi noble qu'une autre. Il se trouve que j'ai essayé à chaque fois de choisir des chansons qui entraient en résonance avec ce que vivaient mes personnages, et surtout mon personnage principal, et de tisser comme ça des fils entre eux, entre une chanson comme Thriller de Michael Jackson, ou comme Belle
de Richard Cochiant, ou comme, enfin il y en a des myriades hein, dans mon récit, mais à chaque fois de voir comment elles entraient en résonance avec la vie des personnages. Et j'ai eu une sorte de fil rouge hein, tout le long du récit, qui était une chanson d'Ayam en fait, qui s'appelle Né sous la même étoile. Alors il y a d'autres chansons d'Ayam hein, dans mon roman, il y a Petit Frère en particulier, il y a aussi du NTM, hein. Il y a à la fois du rap français, du rap américain, de la variété française, de la pop anglo-saxonne. Mais c'est vrai que j'ai donné quand même à Ayam une place privilégiée. Et d'avoir comme ça une espèce de bande-son pour tout mon récit. Et j'espère avoir réussi à infuser dans le texte cette énergie, en espérant qu'elle ferait écho aussi avec la vie et la mémoire de mes lecteurs. Et en même temps, ce sont des chansons qui, de toute façon, appartiennent à une espèce de patrimoine populaire, collectif. Donc je pense que pour la plupart, elles sont connues des gens qui vont lire mon récit. Pourquoi j'ai dit mon père ainsi qu'on partir travailler juste avant le sien, 3 pièces billets BM, bloquer la monnaie, et tu fais